Bonjour à tous, merci d'être avec nous. C'est La Santé Surtout, l'émission qui répond à vos questions santé avec nos spécialistes. Vous pouvez d'ailleurs nous écrire dès maintenant à maquestion@lasantésurtout.com. Et pour vous répondre, les voici, les voilà, le docteur Firop, toujours parmi nous. Bonjour Jessica, ravi d'être ici, comme d'habitude. Comme d'habitude, vous avez toujours votre place attitrée, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que je suis bien. Médecin urgentiste à l'hôpital Foch. Avec nous également le docteur Olivier Jacques Beaucry. Bonjour Jessica. On est ravis de vous retrouver également. C'est un plaisir partagé. Médecin généraliste, toujours, hein, ça n'a pas changé. Absolument. Le docteur Morgan Tourne. Ravi d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. On est toujours content de vous avoir avec nous, docteur Tourne. Vous êtes médecin anapathe, médecin pathologiste, vous êtes même chef du service anapathe de l'hôpital Foch. Et avec nous pour cette émission, le petit nouveau de la bande, le docteur Robin Baudouin. Bonsoir. Bonsoir Jessica, ravi. Vous êtes chirurgien ORL, spécialisé vraiment dans les cancers, entre autres. Exactement, les cancers de la tête et du cou. On va en parler tout au long de cette émission. N'hésitez pas, bien sûr, à envoyer vos questions dès maintenant. Une première question pour vous, docteur Firop. C'est Élise, 40 ans, de Saint-Germain-en-Laye. Et elle nous dit « Quand je stresse, j'ai l'impression que je n'arrive plus à respirer. On m'a parlé d'hyperventilation. Qu'est-ce que c'est exactement et comment gérer ce phénomène ? Est-ce que c'est grave déjà ? Non, c'est pas grave. C'est quand vous stressez, c'est l'anxiété qui fait que, comme vous le dites très bien, vous hyperventilez, et puis l'hyperventilation, ça fait baisser la pression de gaz carbonique dans le sang et on fait des malaises quand on hyperventile de trop. Enfin, on fait des malaises où on a des signes périphériques qu'on appelle tétanie ou spasmophilie. Et c'est absolument pas grave. Il faut juste arriver à contrôler son hyperémotivité du moment. Il paraît que souffler dans un sac plastique, respirer dans un sac aide, plastique, ça marche ? Respirer dans un sac plastique, on fait comment exactement ? On met le sac plastique entre sa bouche et on respire à l'intérieur. Alors, il ne faut pas faire ça pour les enfants. On ne met pas le sac plastique sur la tête pour les enfants. Oui, non, ça, c'est pas une bonne idée. Mais il faut se servir de ce sac plastique comme un masque et on respire à l'intérieur. Et une des façons dont ça marche, c'est d'abord parce qu'on pose sa respiration à l'intérieur du sac plastique. Et l'autre façon, c'est que ça augmente la quantité de gaz carbonique à l'intérieur du sac plastique. Et donc, ça contrôle un petit peu ce qui se passe en termes biochimiques dans le sang. Donc ça va diminuer un petit peu la crise. Et puis après, faire des choses qui peuvent aussi un peu nous détendre, éviter ce genre de crise. C'est ça, essayer d'éviter ça et puis de sentir quand elle va venir et essayer de trouver des solutions pour poser il n'y a pas de traitement, il n'y a rien à faire, quoi. Il y a les anxiolytiques, mais les anxiolytiques, vous ne pouvez pas donner des anxiolytiques. Oui, c'est un autre problème, quoi. Oui, c'est ça. D'accord, il faut juste bien gérer pour que ça passe le plus vite possible. Tout à fait. Une question pour vous, docteur Beaucry, médecin généraliste. Fanny, 42 ans, d'Orléans. On m'a découvert une maladie auto-immune. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça va changer dans ma vie ? Est-ce qu'il y a des choses que je ne pourrai plus faire comme avant ? Alors déjà, une maladie auto-immune, c'est une maladie dans laquelle en fait, le système immunitaire va s'attaquer non pas à des bactéries ou des virus qui sont externes, mais plutôt à des cellules de notre propre corps. Donc ça se retourne un peu contre nous-mêmes. Alors on peut citer la maladie de Crohn, le lupus, il y a des tas de maladies comme ça. Ce qu'on ne peut plus faire, on peut faire beaucoup de choses. En fait, on peut vivre tout à fait normalement. Il y a effectivement des points de vigilance à avoir, c'est-à-dire qu'il faut être assez vigilant sur le traitement qu'on a et ne pas l'arrêter brutalement. Donc le traitement, il faut bien le suivre, il faut être vigilant sur notamment les crises d'anxiété, parce que ça peut entraîner des poussées. Donc il faut être vigilant, parce que souvent les maladies auto-immunes peuvent évoluer par poussées. Il faut effectivement être vigilant sur les petits signes qu'on va avoir, notamment la fatigue, des douleurs articulaires, des arthralgies. Donc il faut être extrêmement vigilant. Il faut être également très vigilant par rapport aux vaccinations. Donc il y a des recommandations, il faut les suivre. Le traitement, il faut les suivre. Et il faut également limiter les infections. Certaines maladies peuvent effectivement être délétères quand on est soumis on a une infection virale ou infectieuse, bactérienne. Voilà. D'accord. Donc on peut tout faire, il faut être vigilant aussi pendant les périodes de grossesse. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à demander à son gynécologue quelles sont les dernières recommandations et quels sont les points à vérifier, à surveiller quand on est enceinte ou qu'on prévoit de tomber enceinte dans le cas d'une maladie de base d'eau, d'un lupus ou autre. Voilà, sachant qu'on est quand même souvent sous corticothérapie, sous traitement. Donc il faut effectivement être assez vigilant, souvent les malades sont quand même deviennent experts d'eux-mêmes de leur propre maladie.
et souvent sont très au courant. Il y a des associations de malades, etc. Donc il faut se rapprocher des associations de malades et en général la vie elle est tout à fait normale quand on suit son traitement et qu'on a une vie saine. Voilà. On enchaîne avec une question pour vous. Docteur Tourne, Marc, 48 ans, Dijon. On entend de plus en plus parler de biologie moléculaire, dans le cancer en particulier. Concrètement, qu'est-ce que vous analysez ? Alors la biologie moléculaire est aujourd'hui une extension naturelle de notre métier de médecin pathologiste. Traditionnellement, nous analysons l'aspect des tissus et des cellules au microscope, ce que nous appelons la morphologie, à laquelle nous associons une étude immunohistochimique complémentaire qui correspond à une analyse de l'expression de marqueurs permettant de mieux identifier, de mieux caractériser les cellules tumorales. Aujourd'hui, on va encore plus loin dans la caractérisation en étudiant directement le matériel génétique des cellules tumorales, c'est-à-dire l'ADN et l'ARN. Et pour simplifier, il faut considérer ce matériel génétique comme une forme de manuel d'instruction qui va guider le fonctionnement des cellules. Et dans le cancer, eh bien, certaines instructions sont altérées, ce qui va mener à un dysfonctionnement et en particulier à une prolifération incontrôlée des cellules tumorales, et ce sont ces anomalies que nous recherchons. Vous avez tout compris, docteur Chirob ? Franchement, c'est de ouf. Hein. Vous regarderez le replay tous les jours à 18h. C'est surtout que... Si vous voulez mieux assimiler. C'est surtout qu'il met en 1 minute ce que moi je mets en 10, donc c'est vraiment bravo. Hein. Bravo. C'est maîtrisé. Ouais, on sent que c'est maîtrisé. Oui, mais c'est maîtrisé, ce n'est pas qu'une impression. Exactement. Chaque année, en France, on compte 7130 nouveaux cas de cancer causés par les HPV, dont 2500 cancers ORL liés spécifiquement à HPV. On va en parler avec vous, docteur Robin Baudouin. Je le rappelle, vous êtes chirurgien ORL à l'hôpital Foch. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et d'accueillir les questions de nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous dire qui est concerné par ce type de cancer, plutôt des hommes, des femmes, des jeunes, des gens qui sont actifs sexuellement ou pas spécialement. Voilà, si vous pouviez nous faire le portrait robot un peu du patient type. Du patient type, ouais. Alors déjà, c'est un cancer de l'amygdale ou de la base de langue, ce qu'on va appeler l'oropharynx. Ce sont des patients qui diffèrent un peu des patients traditionnels qui ont des cancers ORL. Déjà, c'est des patients un peu plus jeunes, alors une médiane autour de 50 ans, mais on peut voir des patients réellement beaucoup plus jeunes dès la 3e décade. Et des patients qui sont en bonne santé, ils sont généralement non-fumeurs, une consommation relativement faible d'alcool et d'un niveau socio-professionnel plutôt supérieur. Donc vraiment une population assez individualisée dans ce contexte-là. Et il faut comprendre aussi que pourquoi on en parle, c'est parce que le papillomavirus devient le premier facteur de risque de faire un cancer de l'amygdale ou de la base de langue. Et ça va concerner à peu près entre 2500 et 3000 nouveaux patients chaque année en France. Alors, est-ce que ce sont des patients actifs sexuellement ? Oui, mais au bout de 4 partenaires avec qui il y a eu des relations urogénitales, on a un risque d'avoir été exposé à l'HPV. C'est 90% de la population française. Donc, en réalité, ça concerne tout le monde. Et la vraie interrogation, c'est qui ne va pas pouvoir se débarrasser de cet HPV dans la gorge ou dans la bouche ? Et qui va faire un cancer au bout du compte ? Et ça, on maîtrise mal ces questions-là. Ça veut dire qu'il faut faire un bain de bouche ou un gargarisme après chaque rapport urogénital ? Non, pas du tout. Ça veut dire surtout qu'il faut vivre, savoir qu'on a été exposé, savoir quand consulter. Bon, on a tous été exposés. On a tous été exposés. Donc vos remèdes de Et grand-mère, se vacciner. docteur Firob, ça marche pas pour ça, en tout cas. Non, moi j'ai une autre question. Comment on sait que c'est un cancer qui est vraiment lié au HPV ? Ah, c'est une bonne question pour Morgane, ça peut-être, parce que c'est vraiment son domaine. Effectivement, alors dans notre pratique, on reçoit des prélèvements tissulaires et c'est sur ces prélèvements tissulaires, on parlait de biologie moléculaire tout à l'heure, c'en est une forme en fait qu'on va réaliser ce qu'on appelle un typage HPV. Alors ça se fait par plusieurs techniques, mais on va dire que la plus répandue, c'est ce qu'on appelle la PCR multiplex. Ça va permettre d'une part de déterminer si oui ou non on a la présence d'HPV et si l'HPV est présent, son isotype. Est-ce que ça va être un HPV de bas risque ou un HPV de haut risque, dont les plus fréquents sont le 16 et le 18 notamment. Et ensuite, on passe le relais à nos collègues chirurgiens, oncologues, pour l'interprétation des résultats et la prise en charge thérapeutique. Est-ce que c'est les mêmes sérotypes pour les génitaux et les oraux ? Alors, Robin, peut-être je peux te laisser répondre. À ma connaissance, plutôt oui. Mais Oui, il y a des différences. En fait, on ne peut pas calquer ce que l'on observe au niveau du col de l'utérus, qui est bien connu de la population, évidemment. On ne peut pas calquer parfaitement ce qu'il y a au niveau du col de l'utérus sur l'oropharynx. Il y a des similitudes. On retrouve un HPV numéro 16 de manière prédominante, mais s'il y avait 100% de transmission sexuelle, 100% d'infection et 100% de co-contamination, eh bien on aurait exactement les mêmes prévalences des mêmes types. Et ce n'est pas le cas. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas encore bien comprises derrière. D'accord, ok. On a une question pour vous, Juliette, 32 ans de Montreuil, qui dit mais du coup, comment on sait
qu'on a un cancer de la langue, notamment lié au HPV? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous permettre de le reconnaître? Alors, c'est très important de bien dire que, justement, pour ne pas calquer ce qui est connu au niveau du col utérin sur l'ORL, il n'y a pas de lésion précancéreuse, donc il n'y a pas de dépistage. Ça ne sert à rien, effectivement, d'aller chez son ORL après un rapport, etc. Non, non, du tout. Par contre, à partir du moment où on a des signes, on va dire, d'alarme, c'est une masse dans le cou, une douleur qui peut même partir vers l'oreille, mais une douleur inhabituelle, quelque chose qui persiste, du mal à respirer, du mal à parler, du mal à manger, et ça plus de 3 semaines, eh bien là on va consulter. C'est nécessaire. C'est ça, 3 semaines, c'est vraiment le délai officiel des recommandations. Quel que soit son âge, et quel que soit également le fait que l'on fume ou que l'on ne fume pas, que l'on boive ou que l'on ne boive pas de l'alcool. D'accord, donc ne vraiment pas hésiter à consulter d'abord son médecin généraliste, un spécialiste, un ORL. D'abord son médecin généraliste et ensuite le spécialiste s'il y en a besoin. Merci beaucoup. Quand vous découvrez un cancer de l'amygdale ou de la base de la langue, ça a une incidence thérapeutique de savoir qu'il est lié au HPV ou pas? Aujourd'hui, on calque vraiment les armes thérapeutiques et le suivi sur ce que l'on connaît, ce qui a été fait, ce qui est bien éprouvé sur les cancers qui étaient majoritairement liés à l'alcool et au tabac. Par contre, ce que l'on sait, c'est que les patients étant plus jeunes, les patients étant généralement diagnostiqués plus tôt, on va pouvoir utiliser des armes thérapeutiques moins délabrantes, plus innovantes. Et on sait aussi, ça c'est le bon côté de ce cancer, si on peut en trouver un, c'est que les patients, ils guérissent mieux, ils répondent mieux au traitement. Quelle que soit la modalité de traitement, ils ont une plus grande survie et ça indépendamment du fait qu'ils soient en meilleure santé de base. Et est-ce que c'est une incidence significative, le fait de vacciner avec le Gardasil et compagnie? Qu'est-ce qu'on a noté en fait comme incidence? Oui, une bonne couverture de la population, justement étendue aux hommes, parce que c'est un cancer qui est majoritairement masculin, devrait permettre de diminuer la prévalence de ce cancer. Tout à fait. Il y aura d'autres questions tout au long de l'émission pour vous, cancer de l'amygdale notamment en lien avec le HPV. Mais on revient vers vous, Dr Firob, une question autour des urgences. Natacha, 45 ans de Limoges, je suis allée aux urgences car j'avais un trouble du langage. On m'a mis en déchocage pour suspicion d'AVC, mais au final, on m'a diagnostiqué un trouble neurologique fonctionnel. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je dois faire avec ça maintenant? Rien. Ne faites rien, surtout rien du tout, puisqu'un trouble neurologique fonctionnel, c'est un dysfonctionnement transitoire du cerveau lié les 3/4 du temps à un surmenage, un stress, une émotion violente ou plusieurs facteurs associés. N'en faites rien du tout. Ça mime un accident neurologique. Vous avez sans doute eu une IRM qui permettait de dire que ça n'était pas un accident ni ischémique transitoire, ni un accident vasculaire. Les neurologues vous ont dit que c'était ultra probablement fonctionnel et vous n'en faites rien du tout. Vous ne stressez pas plus que ça. Si ce n'est éviter les situations ou la situation qui a provoqué votre trouble. Il peut y avoir des récidives à partir du moment où on a fait ce fameux trouble, ça veut dire qu'on est sujet à en faire. Ça veut dire que c'est une hyper-émotivité qui s'exprime de cette façon-là. Donc oui, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas en refaire. Mais il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie, c'est important de le dire. Et ça touche énormément de gens, je crois. Ça touche énormément, mais ça en touche, oui, ça touche. Alors, depuis qu'on a amélioré la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, qu'on a les IRM facilement, on sait quand les gens ont des AVC et quand les gens n'en ont pas. Et donc, oui, c'est une conclusion qu'on apporte plus facilement aux patientes et aux patients qui présentent ce genre de choses. Carole, 58 ans, de Marseille, vous nous avez envoyé votre question à maquestion@lasantésurtout.com et elle est pour vous, Dr Bockri, être immunodéprimé. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi faut-il être plus vigilant? On a parlé tout à l'heure des maladies auto-immunes, donc on est bien d'accord, ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux mondes différents. C'est pas du tout la même chose, ça concerne 200 000 personnes en France. Oui, absolument, et c'est vraiment deux mondes différents. Si au niveau de la maladie auto-immune, c'est une système immunitaire qui surréagit à l'immunodépression, c'est au contraire un système immunitaire qui est défaillant. Et pour le coup, qui va entraîner, alors ça peut être entraîné par des chimiothérapies, notamment dans les gens qui sont en traitement pour des cancers, ça peut être les cancers en eux-mêmes, et ça peut être également des gens qui ont des immunodépressions congénitales. Voilà, donc tout existe. Il y a plusieurs causes. Il y a énormément de causes, et le facteur
facteur commun de toutes ces maladies, c'est qu'il faut traquer l'infection. Il faut traquer l'infection, il faut traquer les complications. Donc en général, les complications, il faut vraiment chercher s'il y a de la fièvre, s'il y a des symptômes, quels qu'ils soient, quelqu'un qui est en immunodépression connue, il faut absolument ne pas hésiter à contacter son cancérologue si c'est une chimiothérapie. En tout cas, il faut traquer la fièvre et les infections. Et l'anticiper le plus possible. Et l'anticiper le plus possible, c'est-à-dire qu'il faut effectivement être bien au courant des vaccinations. Il faut être au courant que dans certains pays, c'est des pays qui peuvent être plus à risque d'infection. Il faut effectivement éviter peut-être les transports en commun où il peut y avoir trop d'infections. Il ne faut pas hésiter à porter un masque. Il faut aller voir son médecin généraliste dès qu'il y a même un rhume, quelque chose comme ça. Il faut ne pas hésiter à consulter. Parce que ça peut vraiment partir assez vite en catastrophe. Et pour ceux qui bricolent, qui peuvent se blesser, là aussi, un risque particulier, il faut faire attention. Absolument. À partir du moment où il y a une exposition à un exogène qui soit infectieux, quel qu'il soit, il faut absolument se protéger. Donc effectivement, dès qu'il y a alors mettons qu'il y a une petite effraction cutanée, qu'il y a un risque d'érésipèle, d'infection de peau, ce genre de choses, il faut consulter. S'il y a une infection ORL, effectivement, il faut consulter. S'il y a une infection, voilà. Donc il ne faut pas hésiter à regarder en tête que autant les maladies auto-immunes, il y a quand même une forme de souplesse, autant l'immunodépression, si elle est sévère, ça peut vraiment entraîner les patients en service de réanimation si vraiment ça va loin. Donc il faut vraiment être assez informé des petits signes à repérer. Voilà, et ne surtout pas banaliser. Il ne faut jamais banaliser, d'une manière générale, il ne faut jamais banaliser l'immunodépression, mais sans être suraffolé. Il ne s'agit pas non plus de se suraffoler, mais simplement, il faut, je pense, simplement se dire, dès que j'ai quelque chose qui tourne pas rond, dès que j'ai une petite fièvre, ne pas hésiter à consulter. Voilà. Isabelle, 55 ans de Vanves, mon oncle est pris en charge pour un cancer du poumon, il est actuellement traité par une thérapie ciblée. Qu'est-ce que c'est et comment choisissez-vous ce type de traitement ? C'est une question pour vous, Dr Tourne ? Très bien, avec plaisir pour y répondre. Alors, une thérapie ciblée, c'est un traitement qui vise une anomalie précise présente dans les cellules tumorales. Contrairement aux traitements généraux, une thérapie ciblée va venir agir sur un mécanisme dont la tumeur a besoin pour se développer. Pour savoir si une thérapie ciblée est indiquée, on va analyser la tumeur au laboratoire et on va en étudier son profil génétique. On revient finalement un petit peu aux données de la première question qu'on avait. On va venir rechercher certaines mutations, certains réarrangements qui sont connus pour conférer une sensibilité à des médicaments spécifiques. Et si l'anomalie est observée, le médecin oncologue va pouvoir intégrer cette thérapie ciblée, adaptée bien sûr au profil biologique de la tumeur, à la prise en charge thérapeutique globale du patient. Et finalement, c'est ça tout l'enjeu de la médecine de précision, c'est ne pas traiter tous les cancers de la même manière, mais pouvoir adapter, choisir la prise en charge thérapeutique la plus pertinente pour le patient. Merci beaucoup. Eric, oui, docteur Firab. Impressionnant, c'est les progrès qui ont été faits en 20 ans, quoi. Ouais. C'est un truc incroyable. Parce que sur tous ces biomarqueurs et toutes ces choses-là, les progrès qui ont été faits en 20 ans, c'était même pas imaginable, intellectuellement imaginable pour le médecin que je suis il y a 20 ans. Ça n'existait pas, quoi. C'était que de la chimiothérapie générale et que des choses comme ça. Et là, maintenant, on commence avec un bénéfice incroyable, bien sûr, pour les patients. La thérapie ciblée, même l'immunothérapie, pareil, c'est la même chose, c'est incroyable. C'est-à-dire que ça devient en fait une médecine personnalisée. En fait, quelque part. Oui, mais c'était pas le cas avant. Avant, c'était... Bien sûr. Bon. On continue de parler de cancer ORL avec vous, docteur Bauduin. C'est Eric, 41 ans, de Lille. On vient de diagnostiquer un cancer de l'amygdale à ma sœur. Quels sont les traitements possibles ? Les traitements, ils sont de deux types. Ils sont localisés ou généraux. Alors, en localisé, ça va être la chirurgie ou la radiothérapie. Et puis, en généraux, de la chimiothérapie ou l'immunothérapie qui, cette année d'ailleurs en ORL, fait son arrivée sur des cancers plutôt évolués mais encore guérissables. En première intention, c'est une vraie révolution dans notre domaine. On suit d'ailleurs des étapes qui ont été ouvertes et franchies par d'autres spécialités comme en pneumologie. Et voilà, donc il faut bien distinguer ces deux. Après, comment on combine, quelles armes on choisit et comment on les associe, ça c'est vraiment de l'individualisation, justement, en réunion de concertation pluridisciplinaire.
C'est ce que vous disiez, hein, Dr Chirob, en fait, ça évolue, mais de façon absolument incroyable, et dans tous les domaines. On parlait de la NAPAT, en ORL aussi, c'est impressionnant. En ORL, et on est obligé d'avoir une complémentarité, un dialogue, justement, alors, avec nos collègues pathologistes, mais bien sûr, au-delà, hein, les radiologues, etc. On retourne vers vous, Dr Chirob, avec une question d'Élodie, 23 ans de Paris. Ma grand-mère a fait une énorme chute sur la tête ce matin. À part ça, elle va bien, rien à signaler. Que faire? Élodie, elle a quel âge, vous m'avez dit? Élodie, 23 ans, c'est pour sa grand-mère. Sa grand-mère. Ah, vous essayez de calculer l'âge de la grand-mère. Quel âge elle peut avoir, la grand-mère d'Élodie, 23 ans? Parce que l'âge a une importance. L'âge a une importance dans ce cas-là, de traumatisme crânien. Sous anticoagulant en plus. Ah ben, on n'en sait rien. Élodie, dites-moi. Soyez plus précise. Elle se sent bien, elle va bien. Si elle ne prend pas d'anticoagulants ou si elle prend des anticoagulants, si elle a plus de 65 ans, ce qui est fortement probable, faut qu'elle ait un scanner le plus vite possible. Ah, le plus vite possible. C'est-à-dire que même si elle se sent bien, oui, il faut la convaincre, parce qu'a priori, ça va être difficile de convaincre. C'est une recommandation nationale, c'est que les traumatisés crâniens de plus de 65 ans doivent avoir un scanner sans injection pour s'assurer, même s'il n'y a pas de signe neurologique, qu'il n'y ait pas de saignement intracrânien, que ce soit intracérébral ou sous-arachnoïdien, mais on s'en fout du nom. Donc il ne faut pas perdre de temps. C'est ça le vrai message à retenir. Le vrai message, c'est qu'il faut une imagerie pour vérifier. Messieurs, on a beaucoup parlé jusqu'ici du futur de la santé, des nouvelles technologies, des innovations, et on va d'ailleurs en parler de plus en plus. Eh bien, figurez-vous que vous aussi, vous pouvez participer au futur de la santé grâce à un programme incroyable, OSE 2050, programme national porté par les Hospices civils de Lyon, soutenu par le ministère de la Santé et l'Agence de l'innovation santé. Tout ça est donc très sérieux et vous avez jusqu'au 13 mai prochain pour partager votre expérience, de vous projeter face à des situations concrètes pour réagir et pour anticiper les meilleures décisions pour votre santé de demain. Ça nous concerne tous et donc l'idée c'est d'explorer les futurs plausibles de l'offre de santé à partir de faits scientifiques, d'expertise de terrain et de récits. Il va y avoir un peu de science-fiction autour de tout ça. C'est vraiment un programme incroyable et très futuriste. Tout le monde peut participer, vous bien sûr qui nous suivez, mais aussi vous, messieurs les professionnels de santé. Parlez-en également à vos collègues, messieurs et mesdames évidemment. Ça va se passer partout en France et donc bien sûr on va confronter nos points de vue, on va identifier les enjeux, les risques, les conditions de réussite vers une transformation souhaitable, en clair ce qu'on veut nous pour notre santé, comment on va avoir envie d'être soigné demain, quel impact le numérique va avoir sur le système de santé. En fait, c'est toutes ces questions qui vont être abordées. Rendez-vous donc sur ose2050.fr dès maintenant et jusqu'au 13 mai prochain. Et l'objectif, on le redit bien sûr, c'est que toutes ces idées, toutes nos idées, vos idées se concrétisent par des scénarios, comme je vous le disais, qui vont être créés par des auteurs de science-fiction. Et ça va nous permettre de se projeter en 2050. Et surtout, ça va servir en fait au pouvoir public puisqu'il va y avoir des recommandations qui vont être créées sur la base de notre avis, de vos avis. Donc n'hésitez pas. Donc c'est pas pour les professionnels de santé, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Il faut vraiment y aller dès maintenant. ose2050.fr. On continue avec vous, Dr Baudouin, avec Claudie, 29 ans de Poitiers. J'ai entendu dire qu'il pourrait ne plus y avoir de cancer ORL lié au HPV. Est-ce vraiment possible ? Oui, c'est l'avantage par rapport à l'alcool et au tabac. On sait que la consommation persiste et perdure toujours. Il n'y a pas de vaccin pour ça, malheureusement. Alors que l'HPV, on a un vaccin. Et le virus qui concerne justement les patients qui ont un cancer ORL, il est contenu, il est ciblé par le vaccin habituel, courant et connu. Et d'ailleurs, la vaccination s'élargit chaque année à de plus en plus de monde. Et l'avantage de la vaccination, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'elle ne va pas cibler le cancer, elle va cibler en fait avant. C'est-à-dire ce qui précède, ce qui va donner le cancer, c'est-à-dire l'infection chronique. Et donc on peut se débarrasser des années en amont, puisqu'on ne sait pas exactement qui va faire un cancer ORL à HPV, on peut se débarrasser de l'infection chronique et agir à la source du problème.
Ouais. Donc raison de plus, là aussi, pour se faire vacciner, pour vacciner vos enfants, vos petits-enfants, jusqu'à 26 ans, on peut le dire, et même après. Et même après, puisque les conditions sont des conditions de remboursement, donc aujourd'hui jusqu'à 26 ans, hommes ou femmes, le vaccin est remboursé, mais on peut imaginer se faire vacciner encore quelques années après, mais avec un reste à charge total dans ce cas-là. Imaginons par exemple un monsieur ou une dame qui n'a pas eu de rapport sexuel et qui a atteint ses 25-26 ans. On en revient finalement à une vaccination de quelqu'un, une primo-vaccination de quelqu'un qui n'a, de jeune. Absolument. Oui, mais elle ne sera pas remboursée. Mais elle ne sera pas remboursée. À 25 ans, oui. Ouais. À 27 ans, non. 350 Pardon €. Oui, c'est... Mais j'ai envie de dire, pardon, mais c'est rien à côté de ce que peut devenir la vie si on a effectivement un HPV, un cancer de l'amygdale, un cancer du col de l'utérus. C'est un investissement pour sa santé. C'est ça, ou génital chez l'homme. Hein. Génital, enfin, tout type de cancer lié au HPV. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on sait que la vaccination diminue d'efficacité plus on est âgé et plus on a eu de partenaires sexuels. Néanmoins, l'âge de 26 ans aujourd'hui est une limite en termes de remboursement et non pas d'efficacité. Donc c'est vrai que si on a 27 ans, on a été exposé à l'HPV, on pourrait se faire vacciner et avoir une efficacité dans la prévention des cancers liés à l'HPV. Ce serait bête de ne pas le faire, vraiment. Non, mais donc, oui, mais pardon, mais quand vous avez 28 ans, mari et femme avec 2 enfants et que vous gagnez chacun 1 000 € par mois, c'est un coût. 4 fois 350, mais bien sûr, ça fait cher. C'est un coût. Mais entre les vacances et la santé, moi personnellement, j'ai choisi. Disons que le boulot, ça serait de le proposer. Ah bah idéalement, ce serait d'aller encore au-delà. De le proposer en tout cas aux patients et après, après l'âge fatidique, on peut le proposer et puis après aux patients de voir si ça... Voilà. Il est recommandé pour tous les jeunes entre 11 et 14 ans aujourd'hui. C'est ça. Garçons et filles. Alors c'est vrai que la prolongation jusqu'à 26 ans du remboursement laisse quand même une part importante aux jeunes adultes entre 18 et 26 ans de lui-même venir demander à son médecin traitant la vaccination. Donc c'est effectivement 350 € pour les 3 doses, en moyenne bien sûr. Et ça permet donc de rattraper en fait ces gens-là pendant de longues années. Quand on dit 26 ans, c'est la veille des 27e anniversaire. Oui. C'est ça. Et il y a une information suffisamment large faite au niveau national pour ça ? Probablement non. C'est pour ça qu'il faut continuer à en parler et à sensibiliser. Prisca, 30 ans, Boulogne-Billancourt, je suis enceinte de 12 semaines, c'est ma première grossesse. Quels sont les aliments à éviter et pourquoi ? Ça, c'est pour vous, docteur Bockry. Ah, c'est pour moi. En général, on considère que tout ce qui est cru, c'est un problème. Donc poisson cru, sushi, évidemment, il faut éviter. Viande crue, carpaccio, tartare, etc., il faut éviter. Les fruits de mer, évidemment, il faut éviter. Et les fromages ? Au lait cru, il faut éviter. Ah oui, ça aussi. Exactement, il faut éviter. Évidemment, en termes de médicaments, on le sait, il faut éviter pas mal de médicaments. Donc là encore, il faut consulter son médecin, les anti-inflammatoires et compagnie. Mais en général, on évite tout ce qui est cru. Voilà, il ne faut pas se poser la question. Viande crue, poisson cru, les crustacés, la viande, tout ça, les fromages au lait cru, même les rillettes, les charcuteries artisanales et tout ça. Effectivement, il faut vraiment être... Et effectivement, il faut aussi avoir une petite précision, c'est que même les fruits, il faut vraiment bien les laver. Il faut se laver les mains très fréquemment, mais même être à proximité des litières d'animaux, tout ça, c'est des choses qu'il faut bien surveiller. Et donc, effectivement, il faut avoir un environnement sain et puis avoir une alimentation adaptée pendant la grossesse. Et avec tout ça, tout se passe très bien. Et à l'issue, dès qu'on a accouché, on peut reprendre une vie totalement normale du jour au lendemain ou pas ? Absolument. Oh oui, une fois qu'il n'y a plus de risque. Le jour de l'accouchement, on peut prendre. Je ne sais pas si on a envie de manger des rillettes le jour de l'accouchement. La totale, quoi. Mais une fois sorti de l'hôpital, on peut reprendre sa vie normale. L'allaitement n'étant pas une contre-indication. Donc. Très bien. Et la dernière question est pour le docteur Tourne. J'entendais au Journal TV qu'on entrait dans l'ère de la médecine personnalisée. D'ailleurs, vous en parliez un petit peu, docteur Bockry. Qu'est-ce que ça veut dire, cette médecine personnalisée ? C'est Thomas, 29 ans, qui vous pose cette question. Il est à Angoulême. On a commencé à évoquer le sujet. La médecine personnalisée, ça correspond à la possibilité de proposer la prise en charge thérapeutique qui soit la plus adaptée aux caractéristiques propres de chaque tumeur et de chaque patient, plutôt que d'opter pour une stratégie globale pour tout le monde dans un même cadre oncologique. En cancérologie, ça repose sur
surtout sur une meilleure connaissance de la tumeur. Et c'est grâce à la combinaison de la morphologie, de l'immunohistochimie et du profil moléculaire, eh bien, qu'on arrive à définir une véritable carte d'identité de la tumeur. Et cette carte d'identité de la tumeur va nous permettre à la fois d'affiner le diagnostic, mais surtout d'adapter la prise en charge thérapeutique et aussi d'anticiper l'évolution de la maladie. Donc finalement, si on devait résumer, on pourrait dire que la médecine personnalisée, c'est la possibilité d'optimiser la prise en charge thérapeutique et la décision thérapeutique pour chaque patient selon le profil biologique de la tumeur. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver ou qui est déjà un peu là? Alors c'est déjà quelque chose qui est déjà en place, qui prend encore plus d'ampleur avec les nouvelles technologies dont on a eu l'occasion de discuter lors d'une autre émission, et notamment par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle, puisque en fait les images numériques seules, enfin, c'est encore balbutiant, mais commencent à permettre de définir déjà un profil moléculaire et à anticiper le comportement de la maladie. Et donc on peut finalement se projeter à quelques années où on aura effectivement quelque chose de complètement personnalisé et individuel. En tout cas, c'est ce que tout le monde souhaite, puisque c'est le plus efficient. Ouais, c'est vraiment formidable. Merci beaucoup. Docteur Firob, ça vous passionne? Non, c'est juste très 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 cher. Ouais. C'est très cher. C'est juste très 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 cher. Donc il va y avoir des problèmes de prise en charge, je pense, sociale au niveau politique national, parce que c'est très très cher. Parce que cette prise en charge n'est pas assurée par la sécurité sociale? Effectivement, ça dépend des niveaux, et on va dire que ça peut être un peu l'intérêt de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, en fait, le forfait de ce qu'on fait de façon conventionnelle, donc on va dire la morphologie et l'immunohistochimie, ça c'est dans le cadre, par exemple pour un patient qui se fait hospitaliser, c'est pris dans le cadre du forfait hospitalier. En revanche, pour la biologie moléculaire, c'est une enveloppe spécifique qu'on appelle une enveloppe de dotation mairie, sur lequel on a un remboursement partiel qui est de l'ordre de 45% et qui concerne en fait tous les actes innovants, dont la biologie moléculaire fait partie. Donc effectivement, c'est un volume qui a tendance à être croissant, ce volume d'actes de biologie moléculaire, donc à augmenter cette enveloppe et donc à diminuer proportionnellement le taux de remboursement, en tout cas, puisque de plus en plus d'établissements le pratiquent, et ce qui est très bien pour les patients. Et on va dire que l'espoir qui est un peu créé par l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir bypasser presque cette étape de biologie moléculaire et de prédire le profil moléculaire directement sur l'image. Mais finalement, on perd le prix que coûte la biologie moléculaire pour rentrer dans le prix de ce que coûtent les algorithmes d'intelligence artificielle, et pour l'instant, comme toute nouvelle technologie, elle est extrêmement chère et non remboursée. Donc effectivement, ce que souligne Thierry... C'est pas de dire qu'il ne faut pas le faire. Non, tout à fait, bien sûr. dire, c'est qu'il va falloir trouver une solution, une enveloppe financière pour y arriver. Que ce soit payé par les patients ou que ce soit payé par l'assurance maladie, quoi qu'il arrive, il y aura un coût qui sera répercuté. Oui, mais non, parce que tous les patients ne vont pas pouvoir. Ouais. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, il va y avoir des patients qui ne pourront pas se traiter mécaniquement. Voilà, effectivement, de façon non optimisée, tout à fait. Pour le moment, en tout cas. Mais comme toute nouvelle technologie dans l'histoire de la médecine, il y a toujours eu des patients qui au début en bénéficient, puis petit à petit ça se démocratise. Exactement. Exactement. Tout à fait. Avant de se quitter, je vous propose de voir sans la blouse ce qui se passe. Des questions pour nos spécialistes sans la blouse, les petites coulisses de nos spécialistes. On va voir ce que ça donne avec cette première question. Quelle est la remarque la plus rude, la plus drôle ou le meilleur conseil tout simplement qu'un vieux chef de service vous ait donné lors de vos premières années de médecine? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous avez cette petite phrase qui résonne encore? Moi, je peux le faire. Mon premier chef de service, quand j'étais externe, donc c'était un chirurgien, c'était le professeur Larieux, dont je me rappelle encore, qui, en fin d'externat, bien évidemment, au premier semestre, je voulais faire de la chirurgie. J'étais devenu amoureux de la chirurgie. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, je voudrais faire chirurgien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il m'a répondu, à partir de maintenant, tu ne fais plus que de la médecine. Plus de chirurgie. À partir de maintenant, tu ne fais plus que de la médecine. C'est les meilleurs médecins qui font les meilleurs chirurgiens. Ah oui, d'accord. Oui, c'est un vieil adage, ça, même du XIIe siècle, de Paris, de chirurgie. Oui, vous l'aviez entendu aussi, vous, docteur Baudouin? Ah oui, c'est une citation, je crois, de Guy de Chauliac, qui est effectivement, pour être un bon chirurgien, il faut être un bon médecin, et alors pour être un bon médecin, il faut être un bon chirurgien. Enfin, il avait mêlé ça a les du deux sens. Mais ça a du sens. Ça peut paraître... La chirurgie et la médecine étaient quand même très très mélangées. Elles étaient séparées. Dans ce vieil adage. Sauf là, effectivement, dans une école un peu française. Tout à fait. Et vous, est-ce que vous avez des souvenirs de chefs qui vous auraient... Moi, j'ai le souvenir d'un chef de service en infectiologie qui nous disait
très simplement et très modestement examiner vos malades de fond en comble, voilà, de la tête aux pieds. Et on disait à l'époque qu'il fallait examiner les patients dénudés pour les examiner de fond en comble, etc. Enfin, de fond en comble. En tout cas, être exhaustif. D'accord. Ça Et c'est ce que vous faites toujours? On a le temps en consultation de médecine générale Non. C'est ça, aujourd'hui c'est plus c'est difficile un à adage appliquer. c'est un adage hospitalier de CHU dans lequel on a un peu plus le temps d'avoir des externes qui examinent leurs malades, mais effectivement... Et cela dit, quand on ne le fait pas suffisamment, on se trompe. On se trompe. Donc on devrait prendre le temps de le faire. Docteur Tourne, un petit Moi, c'était souvenir? plutôt sur l'humilité en fait, rester humble parce que finalement en fait dans notre pratique, alors nous en plus en anapath c'est un peu particulier parce qu'au bout des 6 ans de cursus on repart quasiment de zéro pour réapprendre une spécialité et finalement il y a une phase d'apprentissage très rapide au début qui peut mener à un excès de confiance et c'est cet excès de confiance qui mène souvent aux erreurs, donc en fait c'est de toujours faire preuve d'humilité et d'avoir cet esprit de relecture collégiale en fait, c'est-à-dire qu'on a parfois cette image de médecins, en tout cas quand on parle des médecins anapathes, de pratiques très individuelles. Et en fait, c'est une pratique qui est très collégiale et très collective, dans laquelle on fonctionne beaucoup en équipe. Et donc, effectivement, c'est un conseil que j'essaie de suivre au maximum. Pareil, ça c'est récent aussi. Ouais. Le collégial en médecine, c'est une pratique très récente. Avant, le docteur, le chirurgien, ça décidait beaucoup tout seul et on ne remettait pas vraiment en question sa propre décision. Alors que le collégial est devenu obligatoire. Peut-être qu'il y a eu aussi un petit spectre du médico-légal qui a fait qu'effectivement les gens ont peut-être moins envie de décider tout seul et que peut-être effectivement c'est... Oui, ou qu'on a considéré qu'il y avait un bénéfice au collégial comparé à l'individuel. Ouais. Docteur Baudouin, vous nous avez pas parlé d'un vieux chef de service qui vous aurait Oh, vieux chef de service. Non, mais... encouragé ou un petit peu bouleversé. J'ai plein d'anecdotes et de citations, mais elles ne sont pas audibles. Ah. Alors, il y en a une que j'affectionne et qui est... Il y en a une que j'affectionne particulièrement, c'est toujours faire confiance aux patients. Ah oui. Oui. Intéressant aussi. Toujours, ça, ce qui rejoint l'humilité, c'est de se remettre en question. Si le patient persiste à dire quelque chose que l'on a minimisé ou que l'on a mis en doute ou qu'on a fini par ne plus croire, en fait, revenir à la base, faire un pas de côté et se dire finalement toujours faire confiance au patient. Croire le patient par défaut. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer votre chef de service, le professeur Stéphane Hans, qui est un chef de service absolument incroyable, un ORL, mais vraiment fort. Vous avez vachement de chance dans votre service, dites donc, d'avoir c'est mon patron, je peux que confirmer. Et on l'invite et on l'attend d'ailleurs sur ce plateau. Professeur Hans, on serait tous ravis de vous avoir avec nous. Le message est passé. Merci à vous 4 pour votre venue sur ce plateau, pour toutes vos réponses absolument impressionnantes. Vraiment, merci à vous, avec humilité. Merci pour ce rappel. Vous aussi d'ailleurs, merci pour vos questions. Et n'oubliez pas, la santé surtout.